Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne d'apprentissage préférée sur YouTube. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de la série spéciale Prépa Baccalauréat, nous allons étudier les courbes paramétrées. Plus précisément, nous allons voir comment construire une cardioïde à partir d'un cercle et d'un point du plan. Pour commencer, afin d'étudier la cardioïde, nous allons déterminer les coordonnées d'un point fixe en fonction d'un paramètre donné. Ensuite, nous allons voir comment se servir des propriétés de parité et de périodicité afin de réduire le domaine d'étude d'une fonction. Et pour conclure, nous allons vous présenter ce que c'est que la cardioïde. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir nos vidéos et être à la ligne afin de composer ton examen. Donc, l'exercice est le suivant. On dit dans le plan muni du repère orthonormal OIJ, on considère le cercle C de centre O et de rayon 1, soit A, le point de coordonnée -1, 0. À tout point petit m de C, on associe le point grand M, qui est le projeté orthogonal de A sur la tangente en M à la courbe C. On appelle petit t une mesure de l'angle IOM. Petit 1. Démontrer que le point grand M a pour coordonnées abscisse cosinus t moins sinus carré t, ordonnée sinus t, cosinus t plus sinus t. Maintenant, on dit ceci. Lorsque le point petit m décrit C, l'ensemble des points grand M est une courbe qu'on appelle C', définie comme la courbe paramétrée ensemble des points M de T, lorsque T varie dans grand R. Deuxième question, on nous dit étudier les positions relatives des points grand M de T, grand M de T plus 2pi, grand M de moins T. On déduit donc qu'il suffit à la suite de cela, pour tracer la courbe C', de limiter les variations de petit t à l'intervalle 0pi. Tracer C' en précisant les tangentes au point de paramètre 0, pi sur 3, 2 pi sur 3. On admettra qu'au point de paramètre pi, la courbe C' atteint une tangente horizontale. Alors, nous allons passer à la solution de l'exercice. Nous allons donc faire d'abord un schéma illustratif de la situation. On nous dit, dans le plan muni du repère orthonormal OIJ, un repère est orthonormal lorsque les vecteurs OJ et OI sont orthogonaux. Et de plus, la norme de OI est égale à la norme de OJ, qui est égale à 1. On nous dit, on considère dans ce repère le cercle C, de centre O et de rayon 1. Voici le cercle C, de centre O et de rayon 1. Soit A le point de coordonnée -1, 0, que voici, A le point de coordonnée -1, 0. On nous dit, à tout point petit m de C, donc voici le 1 point petit m qui appartient à C, on associe le point grand M, projeté orthogonal de A sur la tangente en petit m à C. On commence d'abord par tracer la tangente en petit m à C. Ensuite, on trace le projeté orthogonal de A sur cette tangente. On appelle donc maintenant petit t une mesure de l'angle IOM, que voici. Voici petit t. Donc, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on dit que le point M est sur C,
Ça veut dire qu'il est susceptible de se mouvoir sur C. Comme le montre la figure ci-contre. Le point M est susceptible de se mouvoir sur C. Et on remarque bien que lorsque le point M se déplace, il entraîne avec lui dans son déplacement le point M'. Ça veut dire quoi? Lorsque la valeur de T, de l'angle T, qui est ici, change, la position du point M lui-même change. Et donc, la tangente varie, ce qui entraîne que le point grand M varie. Maintenant, la première question de l'exercice nous demande de démontrer que le point M a pour coordonnées cosinus T moins sinus carré T et a pour ordonnée sinus T, cosinus T plus sinus T. Pour cela, on fait un petit schéma, on rappelle le schéma, on place le point M là, de coordonnées AB, et on pose que les coordonnées du point M', grand M sont A' et B'. Ensuite, on suppose que grand M est de coordonnées A' et B'. Et on va montrer que A' est égal à cosinus T moins sinus carré T. Et que B' est égal à sinus T, cosinus T plus sinus T. Les coordonnées du point petit m. On va d'abord commencer par déterminer les coordonnées du point petit m. Parce que n'oublions pas, lorsque le point petit m varie, la position du point grand M varie aussi. On sait que quand on applique les relations trigonométriques dans ce triangle rectangle, on a cosinus de t est égal au côté adjacent qui est OA, qui représente petit a, sur l'hypoténuse qui est R, le rayon du cercle. Sinus de t est égal au côté opposé qui est petit b, sur le rayon R du cercle. Ce qui voudrait dire quoi? En tirant dans cette relation ici A, ça voudrait dire que A est égal à R cosinus T et que B est égal à R sinus T. Or, on sait quoi? Que R est égal à 1, R étant le rayon du cercle C. Donc, on aboutit à A égale à cosinus T et B égale à sinus T, avec T se baladant dans l'intervalle 0, 2π. Ainsi, on peut donc écrire que le vecteur OM a pour coordonnées cosinus T porté par I, sinus T porté par J. Parce que les coordonnées du point M sont cosinus T et sinus T. Maintenant, on va trouver l'équation de la tangente T. Regardons bien. OM c'est le rayon et T est une tangente. Ce qui veut dire que OM est orthogonal à T. OM est orthogonal à T. Donc, on peut donc dire que OM est un vecteur normal de T. OM étant un vecteur normal de T, une équation cartésienne de T est donc de la forme x de OM fois x plus y de OM fois y plus c égale à 0, où c bien sûr est un réel. Maintenant, en remplaçant OM par ses coordonnées, on obtient cosinus T porté par x plus sinus T fois y plus c égale à 0. Maintenant, il s'agit de trouver la constante c. Or, on connaît que le point M de coordonnées cosinus T sinus T appartient à grand T. C'est clair, puisque c'est la tangente au point M. Il appartient normalement à grand T. Ce qui voudrait dire que ces coordonnées vérifient l'équation de grand T. Maintenant, en remplaçant, n'oublions pas, on a calculé les coordonnées du point M quelque part ici, oui. Son abscisse était cosinus T et son ordonnée était sinus T. En remplaçant donc x par cosinus T dans l'équation ci-dessus et y par sinus T, on obtient cosinus T fois cosinus T plus sinus T fois sinus T plus c égale à 0. Ce qui voudrait dire que cosinus T le tout au carré plus sinus T le tout au carré plus c égale à 0. Or, la relation trigonométrique nous dit que
cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1. Ça voudrait dire que 1 plus c égale à 0. Donc, c est égal à moins 1. Ainsi, on peut donc écrire l'équation complète de la tangente t de x, qui est cosinus de t x plus sinus de t y moins 1 égale à 0. Et comme M' est de coordonnées A', B' et il appartient à t, on peut donc dire que les coordonnées de M' vérifient l'équation de t. En remplaçant donc, on obtient cette première équation-ci. Maintenant, M étant le projeté orthogonal de A de coordonnées moins 1, 0 sur la tangente, ça veut dire qu'on a quoi? Rappelons-nous, voici le schéma. On a AM orthogonal à t de x. Si AM est orthogonal à t de x et que en même temps OM est aussi orthogonal à t, alors deux autres qui sont orthogonales à eux-mêmes autres sont parallèles. On a AM parallèle à OM. Maintenant, comme AM est parallèle à OM, ça veut dire que les vecteurs AM et OM sont collinéaires. Par suite, le déterminant des deux vecteurs est nul. On calcule donc le déterminant. Ça nous donne donc sinus t multiplié par A' plus 1 moins B' fois cosinus t égale à 0. Et on obtient la deuxième équation en fonction des coordonnées de M, qui donne A' sinus t moins B' cosinus t égale à moins sinus t. Maintenant, de 1 et 2, des équations 1 et 2, on obtient donc le système suivant. Il ne nous reste plus qu'à résoudre ce système pour trouver les coordonnées du point M, c'est-à-dire trouver A' et B'. En multipliant le haut par cosinus t et le bas par sinus t, on obtient A' cosinus carré t plus A' sinus carré t égale à cosinus t moins sinus t de tout au carré. Ce qui voudrait dire que A', on tire seulement A', on met A' en facteur. Ça veut dire A' égale à cosinus t moins sinus t de tout au carré. Et on remplace A' dans une des deux équations pour tirer B'. Et on obtient donc les coordonnées du point M', que voici. D'où la démonstration. Maintenant, on nous dit étudier les positions relatives des points M de t plus 2pi, M de moins t, et en déduire qu'il suffit pour tracer la courbe C' de limiter les variations de petit t à l'intervalle 0pi. Ok, c'est une question un peu pragmatique, mais pas si difficile que ça. Nous l'abordons donc sans plus tarder. Remarque, l'étude de la position relative de deux points se résume à la comparaison de leurs coordonnées pour dire si leurs coordonnées sont différentes ou si leurs coordonnées sont identiques. Dans le cas où les coordonnées sont différentes, on pourrait donner la transformation permettant de quitter d'un point à l'autre. Ok. Comparons donc les coordonnées de mt plus 2pi et de m moins t. Mt a pour coordonnées cosinus t moins sinus t de tout au carré. Sinus t, cosinus t, plus sinus t. Maintenant, m de t plus 2pi a pour coordonnées, on remplace juste t par t plus 2pi. On obtient cosinus de t plus 2pi moins sinus de t plus 2pi de tout au carré en abscisse, et en ordonnée sinus de t plus 2pi, cosinus de t plus 2pi plus sinus de t plus 2pi. Or, on connaît que le cosinus de t plus 2pi est égal au cosinus de t et que le sinus de t plus 2pi est égal au sinus de t. Donc, m de t plus 2pi est égal, on remplace chacun par sa valeur, ça donne cosinus de t moins sinus de t le tout au carré, et en ordonnée sinus de t fois cosinus de t plus sinus de t. Or, ces coordonnées-ci là, on a combien? C'est bel et bien les coordonnées du point M. Donc, on peut conclure sans avoir de doute que M de t plus 2pi est égal à M de t. Alors, maintenant, pour le point
l'abscisse moins t. Lorsqu'on remplace, on se rend compte que on obtient cosinus de moins t moins sinus de moins t le tout au carré. Et en ordonnée sinus de moins t, cosinus de moins t, plus sinus de moins t. Or, on sait que cosinus de moins t est égal à cosinus de t. Et que sinus de moins t est égal à moins sinus de t. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que on obtient cosinus de t moins sinus de t le tout au carré. Et moins sinus de t, cosinus de t, moins sinus de t. Or, rappelons-nous, cosinus de t moins sinus de t le tout au carré représentait l'abscisse du point MT. Et lorsqu'on met moins en facteur ici, on remarque que on obtient moins facteur de sinus de t, cosinus de t, plus sinus de t. Ce qui nous donnait l'ordonnée de MT. Ça voudrait dire quoi? Qu'on a bien MT, coordonnées XMT et moins Y de MT. Maintenant, rappel, si une transformation a comme équation caractéristique x' égale à x et y' égale à moins y, alors c'est la symétrie d'axe des abscisses. Clairement, c'est la symétrie d'axe des abscisses. On écrit donc m de moins t est égal à, pardon, ici c'est m de x de mt et moins y de mt. Ce qui nous donne donc x de m moins t est égal à x de mt, y de m moins t est égal à y de moins est égal à moins y de mt. Ainsi, les points m moins t et mt sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Pour la suite, on nous demande de déduire que l'on peut limiter les variations de t à l'intervalle 0π. Appelons f1 la fonction associée à la courbe C'. Dès lors, pour tout point m de coordonnées x, y sur C', on a ym est égal à f1 de xm. Ce qui voudrait dire quoi? Comme on a vu plus haut, le point de coordonnées m t plus 2π était identique au point mt. Ce qui voudrait dire que ym de t plus 2π est égal à ym de t. Donc, f de t plus 2π est égal à f1 de t, en se servant de la relation qu'on a éditée ici plus haut. Ce qui voudrait donc dire quoi? Que f est une fonction périodique de fonction 2π. Donc, on peut l'étudier sur un intervalle de longueur 2π, comme par exemple moins pi, pi. Ensuite, on a montré que xm de moins t est égal à xm de t et que ym de moins t est égal à moins ym de t. Donc, f est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Elle admet donc l'axe OI comme axe de symétrie. On peut donc l'étudier sur 0π et déduire sa représentation sur moins pi par symétrie d'axe OI. Donc, on peut se limiter sur l'intervalle 0π pour étudier C'. Maintenant, étudions et traçons C'. Premier, étudions C'. Remarquons que toute courbe est une succession de points dont les ordonnées s'expriment en fonction de l'abscisse par l'utilisation d'une fonction petit f. Maintenant, si m appartient à C', ça voudrait dire que y de m est égal à 1 f de xm. Donc, pour tracer C', il faut étudier les variations de la fonction en fonction de x. Or, m appartient à C', ça voudrait dire que x et y de m se donnent en fonction d'un paramètre t, tel que x de t soit égal à cosinus t moins sinus t au carré, et y de t soit égal à sinus t multiplié par cosinus t plus sinus t. Dans ce cas-ci, trouver la fonction f qui permettra d'exprimer y en fonction de x est très difficile, mais alors vraiment
difficile. Donc, nous allons de suite vous donner le secret de l'étude de cette fonction et vous verrez comment le travail sera quasiment simplifié. Ce que nous allons faire est que nous allons tour à tour étudier les fonctions x de t et y de t en fonction du temps. Et on va déduire les variations de la fonction f définie par ym égale à grand F de xm en fonction de x. Petit a, étudions donc x de t en fonction de t. X' de t est égal à cosinus t moins sinus t le tout au carré. Le tout avec le symbole de dérivation prime. Ce qui donne quoi? Rappelons que la dérivée d'une somme de fonctions est la somme des dérivées. Ça voudrait dire que ça donne cosinus t prime moins sinus t carré prime. Or, la dérivée de cosinus t c'est moins sinus t. Et la dérivée de sinus carré t c'est 2 cosinus t sinus t. En mettant moins sinus t en facteur, on obtient moins sinus t facteur de 1 plus 2t. Donc, x' de t égale à 0 voudrait dire que moins sinus t facteur de 1 plus 2t est égal à 0. Ce qui implique que sinus t est égal à 0 ou 1 plus 2 cosinus t est égal à 0. Ce qui voudrait dire que t est égal à 0 ou t égale à pi. Ou alors cosinus t égale à moins 1 demi. Donc, t égale à 0 ou t égale à pi. Ou t égale à 2 pi sur 3. Ou t égale à moins 2 pi sur 3. Or, comme nous sommes dans l'intervalle 0, 2 pi, il faudrait qu'on trouve le correspondant de moins 2 pi sur 3. Et pour le trouver, on ajoute 2 pi à moins 2 pi sur 3, ce qui nous donne 4 pi sur 3. Ainsi, on vient de trouver les valeurs qui annulent la dérivée x' de t. Maintenant, on va calculer x' de pi sur 2 pour avoir son signe. Vous allez voir à quoi ça va nous aider. En remplaçant donc par pi sur 2 là, on obtient moins sinus de pi sur 2 facteur de 1 plus 2 cosinus pi sur 2 qui donne moins 1 qui est négatif. Rappel. Le sinus de 0 c'est 0. Le sinus de pi sur 6 c'est 1 demi. Le sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 3. Et le sinus de pi sur 2 c'est 1. Bon, dans une de nos vidéos précédentes, nous avons montré un moyen très facile de retenir ce tableau. N'oubliez pas, ce tableau sera très utile. Donc, je vous renvoie donc sur une de nos vidéos sur les nombres complexes pour voir la méthode de rétention de ce tableau. Et remarquons que les formules trigonométriques nous disent cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus x et sinus de pi moins x est égal à sinus x. Et en même temps, sinus de moins x est égal à moins sinus x. Nous allons utiliser tout ça pour dresser le tableau de variation de x en fonction de t. Maintenant, on dresse la t, les valeurs extrêmes 0 et pi. Les valeurs qui annulent x' sont 0, 2 pi sur 3 et pi. Pourquoi nous nous sommes limités à ces valeurs-ci? Parce que rappelez-vous bien, on a dit qu'on pouvait limiter l'étude de t sur l'intervalle 0 pi. Donc on se limite à étudier toutes les fonctions x et y de t sur l'intervalle 0 pi. Maintenant, voici x'. Il nous faut le signe de x' sur chacun des intervalles-ci. Je vous avais dit que le fait d'avoir calculé x' de pi sur 2 nous serait utile. Quand vous arrivez à ce niveau et que vous avez affaire aux fonctions trigonométriques, le secret pour avoir le signe de x' par intervalle, c'est de choisir un élément appartenant à chaque intervalle et de calculer son image pour avoir le signe de cet élément. Comme vous le voyez, moi j'ai choisi pi sur 2. Je sais que pi sur 2 est dans cet intervalle-ci, est entre 0 et 2 pi sur 3. Donc, on a calculé x' de pi sur 2, on a vu que c'était négatif. Ça veut dire que entre 0 et pi sur 3, x' de t est négatif. Maintenant, on fait de même avec dans l'intervalle 2 pi sur 3 à pi.
on choisit un élément de cet intervalle, on calcule x' de l'élément là et on va se rendre compte que son x' sera positif. On obtient donc plus moins. Ça veut dire que de 0 à 2 pi la courbe décroît et de 2 pi sur 3 à moins pi la courbe croît. Maintenant, ça quitte de x de 0. Quand on remplace, on obtient 1. On calcule l'image de 2 pi sur 3, on obtient moins 5a. Et quand on calcule l'image de pi, on obtient moins 1. Donc, voici le tableau de variation de xt. Maintenant, étudions yt en fonction de t. Y't est égal à sinus t cosinus t plus sinus t de tout prime. Ça fait donc la dérivée du produit ci plus la dérivée de sinus t. Or, la dérivée de ce produit, on connaît la dérivée de f fois g. C'est f' g plus g' f. Ça fait donc f' qui donne cosinus t fois g fois cosinus t plus g'. La dérivée de cosinus t qui est quoi? Moins sinus t fois f sinus t. Voici donc ce qu'on obtient ici. Et n'oublions pas plus la dérivée de sinus t qui est cosinus t. Ce qui nous donne quoi? Cosinus t au carré moins sinus t carré plus cosinus t. Maintenant, on utilise la relation trigonométrique suivant laquelle cosinus t plus sinus t égale à 1. On tire donc sinus carré t là-bas. Ça fait donc 1 moins cosinus t le tout au carré plus cosinus t. Donc, y' est égal à 2 cosinus t le tout au carré plus cosinus t moins 1. Maintenant, y' de t égale à 0 implique que 2 cosinus t carré plus cosinus t moins 1 égale à 0. Posons donc x égale à cosinus t. On obtient donc cette équation-ci 2x plus 2x carré plus x moins 1 égale à 0. Ce qui implique, en calculant le delta, que delta est égal à 9. Donc, racine carrée de delta est égale à 3. La formule de delta, je la rappelle, elle est b carré qui donne 1 au carré, qui donne toujours 1, moins 4 fois a. Dans notre cas, a c'est 2, fois c qui est moins 1. Donc, ça donne 9. Ça veut dire que la racine carrée de delta est égale à 3. Donc, x est égal à moins b plus racine de delta sur 2 fois a, qui est égal à 1 demi, ou x est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a, qui est égal à moins 1. N'oublions pas, on a posé x égale à cosinus de t. Ça veut dire que on a donc cosinus de t égale à 1 demi ou cosinus de t égale à moins 1. Ce qui voudrait dire que t soit égal à pi sur 3, où t est égal à moins pi sur 3. Moins pi sur 3 étant congru à 5 pi sur 3 modulo 2 pi. Ou alors, cette équation cosinus t égale à moins 1 nous donne comme solution t égale à pi. Maintenant, on fait la même chose comme on a fait plus haut. On calcule l'image d'un élément pour avoir son signe. Et on fait ce tableau de signes. T, comme nous sommes sur l'intervalle 0 pi, on a dit qu'on pouvait réduire l'étude de C' à 0 pi. On prend juste les valeurs pi sur 3, 0 et pi. Donc, ça s'annule en pi sur 3, comme vous le voyez. On veut le signe maintenant de y' ici. On a calculé y' de pi sur 2. On a vu que c'était négatif. Pi sur 2 est dans l'intervalle pi sur 3 pi. Ça veut dire que c'est y' est négatif ici. On fait de même sur l'intervalle 0 pi sur 3. Vous choisissez un angle là, vous calculez y' de l'angle là et vous regardez le signe. Vous le mettez ici. Donc, en remplaçant t par 0, on obtient y de t égale à 0. Et en remplaçant t par pi sur 3, on obtient 3 racines de 3 sur 4. Et en remplaçant par pi, on obtient 0. Conclusion. Le tableau de x' nous a donné de 0, 2 pi sur 3 à pi. Voici ce qu'on a obtenu. Pour y', voici ce qu'on obtient. Maintenant, nous voulons, ne l'oublions pas, nous voulons le tableau de y en fonction de x. C'est bien ça. Nous allons donc faire usage des deux tableaux x de t et y de t que nous avons obtenus. L'idée c'est quoi? Recopier toutes les valeurs de t en ordre croissant dans un tableau. Pour chaque valeur, mettre le x qu'on a obtenu en dessous. Pour chaque valeur. Et maintenant, pour chaque valeur de t encore, mettre le y qu'on a obtenu en dessous du x.
Maintenant, la propriété qu'on va utiliser pour avoir le sens de variation est la suivante. Rappelez-vous, si x augmente et que y augmente en même temps, ça veut dire que la fonction est croissante. Si x décroît et que y décroît en même temps, ça veut dire que la fonction est décroissante. Mais si x et y ont des sens de variation différents, ça veut dire que la fonction est décroissante. C'est donc ça qu'on va utiliser. Donc, en conclusion, si x et y ont le même sens de variation, ça veut dire que la fonction y est croissante. Y en fonction de x croît. Si x et y ont des sens de variation différents, ça veut dire que y en fonction de x décroît. Maintenant, étudions donc sur l'intervalle 0 pi sur 3. Sur l'intervalle 0 pi sur 3, que fait x? Bon, pi sur 3 est inférieur à 2 pi, n'est-ce pas? Ça veut dire que pi sur 3 est quelque part là. Quand on lit, ça tombe là. Donc, ça veut dire que x décroît. X décroît sur l'intervalle 0 pi sur 3. Maintenant, sur l'intervalle 0 pi sur 3, comment se comporte y? Y, lui, est en train de croître. Donc, on a vu que x décroît et y croît sur l'intervalle 0 pi sur 3. Ça veut dire en fait quoi? Que y de x va décroître. Maintenant, sur l'intervalle pi sur 3, 2 pi. N'oublions pas, pi sur 3 est quelque part là. Pi sur 3, 2 pi. X décroît. Et 2 pi est quelque part là. Y décroît tout aussi. Y est décroissante et x est décroissant. Ça veut dire que, comme ils ont le même sens de variation, y de x croît. Maintenant, sur l'intervalle 2 pi sur 3 à pi, qu'est-ce qui se passe? Sur 2 pi sur 3 à pi, x est croissante. Et 2 pi sur 3 est quelque part là, y est décroissante. Ça veut dire qu'ils ont le sens de variation différent. Donc, y de x est décroissante sur cet intervalle. Maintenant, on va regrouper les résultats par ordre croissant. On va prendre la plus petite valeur de x, de la plus petite valeur de x à la plus grande valeur. Bon, on va prendre dans ce sens moins 1, moins 5k, moins 1k et 1. On va les mettre dans une ligne du tableau. Ensuite, pour chaque valeur, pour chacune des valeurs, on va prendre la valeur de y correspondante. Par exemple, quand on a x égale à moins 1 là, quelle est la valeur correspondante? C'est 0. On met donc y de x vaut 0. Pour x égale à moins 5k, la valeur correspondante c'est racine de 3 sur 4. On met donc racine de 3 sur 4. Pour x égale à moins 1k, la valeur correspondante c'est 3 racines de 3 sur 4. On la met. Et pour x égale à 1, la valeur correspondante de y c'est 0. Maintenant, on a dit que, regardons bien, de moins 1k à 1, y de x faisait comment? Ça décroît. C'est vérifié là, de moins 1k à 1, y de x décroît. De moins 5k à moins 1k, y de x croît. Ce qui est vérifié là. Et ensuite, on a donc le tableau. On vient donc de dresser le tableau de variation de y en fonction de x. Maintenant, on va tracer C'. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, voici la courbe qu'on obtient. Donc, on obtient cette courbe-ci. Maintenant, sur l'intervalle 0,2 pi, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient une cardioïde. Voici donc ce que c'est qu'une cardioïde, sous la forme d'un cœur qu'on a roté. C'est ça la cardioïde. Ah oui, voici la courbe finale obtenue. Donc, cet exercice était sur les courbes paramétriques. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. Et surtout, laissez vos problèmes en commentaire. Je sais que vous en avez. Laissez vos problèmes en commentaire. Ne vous priez pas. Nous sommes là pour résoudre vos problèmes. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de temps en temps comme ça les notifications de nos nouvelles vidéos afin d'évoluer normalement dans votre cursus préparatoire du baccalauréat. Merci bien et à la prochaine vidéo.